La France est au bord du gouffre et les Français s'en sont aperçus. C'est même la bonne nouvelle, c'est-à-dire que les Français, ça y est, ont compris qu'on ne pouvait pas s'endetter comme jamais, qu'on devait arrêter d'avoir des déficits monstrueux. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne font absolument pas confiance à Emmanuel Macron, ni même au ministre Bruno Le Maire, pour résoudre le problème. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il y a eu un sondage qui a été fait par Le Figaro où, donc c'est un gros sondage, ce n'est pas les lecteurs du Figaro, c'est un gros sondage qui a été fait auprès des Français pour savoir ce que les Français pensaient du déficit, de la dette, de là où on en était. Parce que là, ça y est, tout le monde a entendu qu'on est au bord du gouffre et que c'est vraiment une situation catastrophique. Et ce que je trouve positif, c'est que les Français ont compris que la situation était catastrophique. Et d'ailleurs, ils ont compris les enjeux. Et beaucoup d'entre eux sentent qu'ils sont concernés, que leur niveau de vie des années qui viennent est concerné. Et ils ont des pistes sur lesquelles ils veulent que le gouvernement travaille pour réduire les dépenses. Seulement voilà, ils ne croient absolument pas, mais alors absolument pas, qu'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire puissent régler les problèmes. Et quelque part, ils ont raison, puisque c'est eux qui les ont en grande partie créés. On va regarder ensemble ce sondage qui a été fait, et on va voir, vous me direz au fur et à mesure qu'on descendra le sondage, vous me direz dans les commentaires comment vous auriez voté à ce genre de questions. Au-dessus de moi, c'est un billet de 100 € jeté aux flammes. Je pense que c'est un très bon symbole de ce gouvernement qui a brûlé, qui a cramé 1000 milliards de cramés en seulement 7 ans. Les autres, ceux d'avant, il leur a fallu 40 ans pour cramer 2000 milliards. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, il leur a fallu 7 ans pour cramer 1000 milliards. La situation économique actuelle de la France suscite une inquiétude croissante parmi les citoyens, notamment en ce qui concerne la dette publique et les impôts. Selon un récent sondage exclusif réalisé par Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro, 75% des Français considèrent qu'il serait grave si la France ne parvenait pas à atteindre son objectif de réduire son déficit à moins de 3% en 2027. Donc 75% des Français, c'est quand même 3 Français sur 4, 3 Français sur 4 trouvent maintenant que ça serait grave qu'on n'arrive pas à réduire notre déficit à 3% d'ici 2027. Je rappelle que l'Allemagne qui est dans un état catastrophique à cause des Verts. Catastrophique. Pourquoi à cause des Verts? Parce que leur problème, c'est un problème d'énergie. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Leur industrie est en train de se barrer. Le patron de BASF, un gros industriel allemand qui est là depuis 200 ans, c'est le plus gros chimiste. Ça fait 200 ans qu'il est en Allemagne. Il dit ouvertement qu'il est en train de se barrer. Toute l'industrie allemande est en train de s'effondrer. L'Allemagne fait un déficit de 2,5%. C'est-à-dire, au moment de la Bérésina, l'Allemagne fait un déficit de 2,5%. Le Portugal est en excédent. Le Portugal est en excédent. Donc, il n'y a pas un problème européen comme essaye de vous le faire croire Gabriel Attal lors de ses entretiens à la télé. Il y a un problème français. Donc 3 Français sur 4 estiment qu'on doit atteindre le déficit de 3% d'ici 2027. Donc l'Allemagne, qui est dans un état lamentable qu'elle n'a pas connu depuis 20 ans, y arrive. Alors qu'elle est dans un état lamentable. Elle y arrive. Le Portugal, lui, est en positif. Cette préoccupation, on était en positif jusqu'à 1974.
Sous Pompidou, sous De Gaulle, on était en positif. On peut être en positif. Vous voyez, c'est pas une vue de l'esprit. D'ailleurs, le Portugal l'est. Mais c'est pas une vue de l'esprit dire qu'on est en positif. En 1974, crise économique aiguë à cause du pétrole. On descend. On fait un peu de négatif. Et puis on revient. Juste avant l'arrivée de Mitterrand, on était presque à l'équilibre. Presque. On n'y était pas, mais on y était presque. En un septennat, Giscard avait redressé la barre. Mitterrand arrive, les ouvre 81, il ouvre les vannes, et depuis, tous les présidents de droite comme de gauche ouvrent les vannes à fond. Mais, encore une fois, n'importe quoi. De Gaulle, Pompidou, positif. Giscard commence, mais dans une crise XXL, donc il commence en négatif, mais il revient quasiment au positif. Et c'est depuis seulement qu'on n'y arrive plus. Vous voyez que c'est faisable. Et d'autres pays le sont. En Europe, il y en a plusieurs qui arrivent. Je citais le Portugal parce que je me suis dit, ah la vache, un pays du sud, qui arrive, on doit être capable de le faire aussi. Le dérapage inédit du déficit public a mis le gouvernement dans une situation délicate, avec des appels de certains députés de la majorité présidentielle à reconsidérer l'interdiction d'augmenter les impôts. Cependant, cette proposition est largement rejetée par les Français. 85% d'entre eux se déclarent opposés à toute augmentation d'impôts. Et je suis d'accord avec eux. Donc là, première question, est-ce que vous, mais dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour augmenter les impôts pour réduire le déficit ou est-ce que vous y êtes opposés? Dites-le dans les commentaires. Moi, je suis totalement contre. On est le pays de l'OCDE où il y a le plus de prélèvements. 45% du travail, 45% selon l'INSEE, 46% si on prend comme base les stats européennes. 45% du PIB ou 46% du PIB vont dans les mains de l'État. C'est la moitié de la richesse que vous créez en travaillant va dans les mains de l'État. C'est le record absolu. Record absolu. C'est le record absolu de l'État français. Il n'y avait jamais eu autant d'impôts, contrairement à ce que disent même chose Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Il n'y a jamais eu autant d'impôts sur le PIB que maintenant. Jamais. Contrairement à ce qu'ils essayent de vous faire croire en répétant tous les jours qu'ils font baisser les impôts, c'est faux. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est les stats de l'INSEE. Donc il n'y a jamais eu autant d'impôts en France. On est les champions du monde de l'impôt, enfin de l'OCDE. Donc l'OCDE, je le rappelle, toute l'Amérique du Nord, toute l'Europe, une bonne partie de l'Amérique du Sud, une bonne partie de l'Asie, donc c'est quand même assez parlant, et une petite partie de l'Afrique. L'OCDE, c'est ça. Grosso modo, c'est tous les pays développés. On est les recordman de l'ensemble des pays développés. Donc pour moi, la solution, c'est pas plus d'impôts. Mais j'ai quand même entendu une ministre dire notre problème, c'est pas la dépense, c'est la recette. Donc il nous faut plus d'impôts. Ces gens sont fous! Afuera! Pardon, c'est là. Afuera! Ces gens sont fous! Ils ne vivent que pour l'impôt, par l'impôt! Donc au moins 85% des Français sont d'accord pour dire stop. Et ils ont raison d'après moi, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Malgré les assurances du gouvernement quant à son engagement de ne pas augmenter les impôts, mais encore une fois, il nous dit qu'il les a baissés alors que les stats de l'INSEE sont très clairs, les impôts n'ont pas baissé, ils ont augmenté. La confiance des Français dans la capacité de redresser les finances publiques est en baisse. Seulement 37% des sondés, donc un peu plus d'un Français sur 3, font confiance dans le gouvernement pour réduire la dette et le déficit public. Cette défiance est encore plus prononcée à l'égard du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire et du président Emmanuel Macron, avec respectivement 34% pour Bruno Le Maire et 25% pour Emmanuel Macron. C'est un Français sur 4 qui pense que Emmanuel Macron pourra baisser le déficit. Même chose,
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que le gouvernement peut réduire la dette et le déficit public? Que Macron peut le faire, que Bruno Le Maire peuvent le faire? Moi, je vous dis mon sentiment, mais honnêtement, vous pouvez dire que je me trompe. Hein, je ne suis pas non plus complètement obtus. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, tous les deux, en tandem, sont au pouvoir depuis 7 ans. Que sur cette période de 7 ans, les impôts ont augmenté, et que sur cette période de 7 ans, ils ont augmenté la dette de 1000 milliards. Alors qu'entre 1974, allez, on va prendre 81 parce qu'encore une fois, 74 a été un septennat tout à fait particulier. J'aime pas particulièrement Valéry Giscard d'Estaing, mais il s'est tapé les deux chocs pétroliers, donc voilà. Mais et il était quasiment revenu à l'équilibre. Donc on va dire depuis 81 jusqu'à donc 81 Mitterrand jusqu'à François Hollande, la fin de François Hollande, on a fait 2000 milliards de dettes. Macron, tout seul, fait 1000 milliards. Donc mon sentiment, c'est que non, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron sont incapables de régler le problème de la dette et du déficit public. Parce qu'ils ont plus que contribué, ils ont contribué pour 30% de la dette. Tout seul, en 7 ans. Ils ont créé 30% de la dette tout seul. Que l'on voit qu'Emmanuel Macron a pris l'habitude de distribuer notre argent par milliards. Zelensky vient à Paris, on lui donne 3 milliards. Fait cher le billet d'avion. Les agriculteurs ne sont pas contents, hop, on sort le chéquier. Et encore une fois, les agriculteurs ne sont pas contents, avaient raison de ne pas être contents. Sauf que le problème, je le redis, c'est les normes et les inspections et tout ce genre de débilité. Mais parce qu'on ne veut pas jouer sur les normes, sur les inspections et tout ce genre de débilité, on sort le carnet de chèques. Qu'il commençait à y avoir une petite grogne des fonctionnaires, paf, prime à tous les fonctionnaires, prime exceptionnelle. On ressort le carnet de chèques. On va voter cette année. Il y a un vote européen. Au 1er janvier, paf, carnet de chèques pour les retraités. On augmente leurs points. Tac! Là encore, plusieurs milliards. Je dis pas que tel ou tel, je dis pas que les fonctionnaires ne méritent pas une prime, je dis pas que les retraités n'y rien. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que des gens qui nous disent c'est horrible, tout s'écroule, il faut absolument qu'on fasse attention aux dépenses, mais à côté de ça, qui sortent le carnet de chèques à plusieurs milliards dès que quelqu'un est mécontent, ça ne peut pas marcher. Donc moi, je n'y crois pas. Et là, j'espère que vous avez eu le temps de mettre dans les commentaires si vous y croyez une seconde. Les Français expriment également des préférences claires en matière de réduction de dépenses publiques, avec 54% en faveur de la baisse du nombre de fonctionnaires et 52% en faveur d'une réduction des aides sociales. Ces résultats témoignent d'une volonté de rationalisation des dépenses de l'État pour restaurer la stabilité financière. Donc vous, même chose, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour... sur quoi il faudrait jouer, d'après vous, pour réduire la dette publique? Alors, la baisse du nombre de fonctionnaires, c'est symptomatique. Emmanuel Macron avait dit, en 2022, nous allons réduire le nombre de fonctionnaires. Il avait dit, nous allons réduire le nombre de fonctionnaires en 2023. Ça a augmenté de plus de 60 000. C'est-à-dire qu'au lieu de réduire le nombre de fonctionnaires, on en a rajouté 60 000. Est-ce que notre pays, en 2022, vous semblait sous-administré? Est-ce que vous aviez la sensation en 2022 qu'il n'y avait pas assez de fonctionnaires? Eh bien, en 2023, on a racheté 60 000. Donc, oui, la baisse du nombre de fonctionnaires me semble essentielle. Et je vais vous donner... Je vous laisse répondre, hein, vous, profitez-en, je suis un peu long, mais profitez-en pour donner votre commentaire. Mais même si vous avez déjà répondu 2 fois aux questions avant, c'est pas grave, on le fait étape par étape.
Je vais vous dire la solution pour réduire le nombre de fonctionnaires. Tiens, j'ai un nouvel exemple. J'allais vous parler de Milei. Vous savez, Milei en Argentine, c'est la tronçonneuse. Je supprime des trucs. Et je vous ai dit, moi, on peut supprimer le ministère des Sports. Vous connaissez le nom du ministre des Sports aux États-Unis? Il n'y en a pas. Pourtant, qui gagne le plus de médailles aux Jeux Olympiques? Les États-Unis. Mais il n'y a pas de ministre des Sports. Donc à quoi sert notre ministre des Sports en France? La culture. La culture, on s'en sépare, ça ne changera rien à personne. Enfin si, aux acteurs. Mais franchement, on s'en fout. Quels sont les films les plus regardés en France? Les films américains. Qui est le ministre de la Culture aux États-Unis? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que ça ne sert à rien. Et pourtant, vous êtes imprégné de culture américaine. Vous ne pouvez pas mettre le nez dehors sans voir de la culture américaine. Mais ils n'ont pas de ministre de la Culture. Donc, je suis pour un système à la Milei. Vous savez que Milei est passé d'une vingtaine de ministres à 9. Il a supprimé tous les ministères qui n'étaient pas des ministères régaliens. Je suis pour. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a 19 ministres, qu'en France, on en a 45. Si vous divisiez le nombre de ministères, secrétariat d'État et ministère, hein, c'est la même chose, ils s'appellent tous ministres. Donc secrétariat d'État et ministère, vous les divisez par 2, vous ne vous en rendrez même pas compte. Et c'est comme ça que vous supprimez des fonctionnaires. Donc ça, c'est la méthode Milei, c'est à mon avis la bonne méthode. Deuxième méthode qui a très bien marché, c'est le Canada. Alors j'ai sûrement des amis canadiens qui me regardent, enfin je sais qu'il y a des Canadiens qui me regardent, donc vous pouvez témoigner dans les commentaires. Au Canada a eu d'énormes problèmes budgétaires, des trucs monstrueux aussi à un moment. Et puis ils ont eu un Premier ministre qui s'appelait Chrétien. Et lui a trouvé une solution simple. Il faut réduire de 20% nos dépenses. Mais si je demande à chaque ministère, le ministère des Armées va venir me voir et me dire « Non, mais c'est vachement important les armées, parce que vous avez vu l'état du monde, etc. Il faut garder de l'argent aux armées. » Si je vais voir la police, non, mais c'est vachement important la police, vous vous rendez compte, parce qu'il faut assurer la sécurité. Si je vais voir l'écologie, ils vont me dire « Ah, mais c'est vachement important l'écologie, la planète est en train de mourir. » Ah, mais si je vais voir l'éducation, ils vont me dire « Ah, mais c'est vachement important l'éducation, parce que m'en sortirai pas. » Et donc, il a eu une méthode très simple. Il a dit à tous les ministères, c'est 20% de moins. Votre budget à chacun, c'est 20% de moins. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, est-ce que le Canada est un pays reconnu et connu pour son insécurité? Est-ce que le Canada est connu et reconnu pour le manque d'éducation, pour des écoles minables et un peuple idiot non instruit? Est-ce qu'au Canada, on meurt de la lèpre et de la syphilis? Est-ce que le Canada est un... Enfin, vous voyez, je pourrais citer plein d'exemples comme ça. Le Canada va bien. Parce que chaque ministère est allé tirer sur le gras, en fait, qu'il avait. Parce qu'à la police, vous avez des policiers sur le terrain, parfait. Et puis, vous avez un tas de gens dont le boulot est de remplir des tableaux Excel pour le ministre. Je grossis à peine le truc. Parce qu'à l'éducation nationale, vous avez des profs devant des élèves, c'est très bien. Et puis vous avez plein de gens, mais alors plein de gens, qui ne voient jamais un élève. Et eux, on peut les virer sans que ça change quoi que ce soit. À l'hôpital, j'en ai parlé un nombre incalculable de fois. Si vous prenez l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, un salarié sur 2 ne voit jamais un malade. Un salarié sur 2 ne voit jamais un malade. Vous ne pensez pas qu'il y a des grosses économies à faire? Donc voilà, vous avez la méthode Chrétien, méthode canadienne, moins 20% pour tout le monde. Démerdez-vous. Démerdez-vous.
et les ministres doivent se démerder. Et vous avez la méthode Milei, qui est qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'État, qu'est-ce qui n'est pas de la responsabilité de l'État. Est-ce que le saut à la perche, ça fait partie de la responsabilité de l'État? Est-ce que le théâtre avant-gardiste, ça fait partie de la responsabilité de l'État? Est-ce que les dizaines, les centaines de navets qu'on nous sort tous les ans de navets français, ça fait partie de la responsabilité de l'État? Est-ce que YouTube, j'ai plein de confrères sur YouTube, plein de chaînes YouTube qui sont financées par le ministère de la Culture. Est-ce que les YouTubeurs, ça fait partie de la responsabilité de l'État? Moi, je vis agréablement comme YouTubeur et je ne touche pas un centime de l'État français. Est-ce que tous mes collègues pourraient faire la même chose? Voilà, vous avez eu le temps de répondre. À votre avis, où est-ce qu'on peut couper des budgets? Et les aides sociales aussi, pardon. Il y avait les aides sociales. Donc les aides sociales, c'est la même chose. Les aides sociales, je prends un exemple sur les aides sociales. Je vous ai toujours parlé du RSA. L'argent que l'on donne à des gens qui ne travaillent pas. Quand c'est sur une courte période, en disant, écoute, mon gars, il t'est arrivé une catastrophe dans ta vie. L'État, pendant 3 mois, 4 mois, est là pour te soutenir. Mais il n'est pas là pour te soutenir comme maman, il est là pour te soutenir comme papa. Alors je sais, ça peut vous paraître misogyne, mais tant pis. Moi, je suis de la vieille école, j'ai 50 ans, j'ai le droit d'estimer qu'il y a un rôle de père et un rôle de mère. Et c'est ça. Maman soigne avec compassion et amour, donc elle est plutôt dans la caresse. Papa soigne, mais avec l'idée, tu vas te bouger le cul, mon fils. Voilà ce que je veux dire. Bon, après, si vous trouvez qu'un homme peut être une femme un homme, évidemment, c'est plus complexe que ce que je vous dis là. Peu importe, retenez l'idée. Donc pour moi, l'État est là pour vous créer un filet de sécurité, parce que vous êtes tombé, parce que les aléas de la vie. Mais, comme papa, c'est-à-dire, ok mon fils, enfin mon fils, non c'est pas mon fils, mais ok Jean-Michel, t'as eu une grosse galère, t'as vécu une grosse galère, c'est très bien, mais tu vas te remettre en selle maintenant. Donc moi, État, pendant 3 mois, je vais te donner une petite allocation, mais dans 3 mois, c'est toi qui vivras de tes moyens. Et tu voleras pas l'argent de ceux qui bossent. Donc la solidarité, c'est bien, mais sur une courte période. Et maintenant, tu vas te bouger le fion. Pour moi, c'est ça. Donc le RSA, c'est ça. Bouge-toi le fion, mon gars. Après, évidemment, vous avez des aides sociales. Même chose, l'AME. L'aide médicale d'État où on aide tout étranger qui vient en France. Pourquoi? Il n'a pas cotisé, il a le droit à notre système de soins. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez plein de pays où ça n'existe pas. J'ai pas vu redémarrer la peste bubonique où que ce soit. Donc on nous dit toujours oui mais il va y avoir des épidémies. Non, pas du tout. Il ne va pas y avoir d'épidémie, ça on essaie de vous le faire, ça c'est des billevesées. La réalité c'est qu'il ne va pas y avoir d'épidémie. Et dans les pays qui n'ont pas l'AME, il n'y a pas de peste bubonique qui arrive. Il y en a plein en Europe des pays comme ça. Et vous n'avez pas entendu parler d'une épidémie de choléra. Donc il faut qu'on arrête de nous raconter ce genre de billevesées. L'AME, pourquoi? T'as pas cotisé, t'as pas le droit, c'est clair. T'es pas content, rentre dans ton pays, on s'en fout. Si tu veux avoir le droit, tu cotises. Point. C'est des choses simples, mais voilà, pour moi, l'aide sociale, c'est ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment retravailler ça de manière cohérente. Parce que sinon, on voit les dépenses. Les dépenses sociales, c'est quand même... Alors, la retraite, c'est 14% du PIB, donc c'est titanesque. Et juste après vient la santé, où là, on est de l'ordre... La santé et les aides sociales, pardon, où on est de l'ordre de 10 à 11% du PIB. Donc, à un moment, voilà, il faut regarder les grosses sommes.
Donc oui, je suis aussi pour une réduction des aides sociales de manière très importante. Il y a une autre aide sociale, alors je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ça vous laisse le temps de répondre. Il y a une autre aide sociale qui est catastrophique, c'est les APL. Alors, je sais que plein de gens touchent les APL, et quand on parle des APL, ça fait mal, parce que non mais comment il va faire pour se loger mon fils? Toutes les études, mais alors absolument toutes, hein, toutes les études faites par les économistes, ça rejoint vraiment tout, droite, gauche, etc. Je crois que tous les économistes sont assez d'accord là-dessus. En fait, les APL sont une aide qui ne sert à rien parce qu'elles vont directement dans la poche des propriétaires. Pour faire très rapide, très schématique, les propriétaires augmentent les loyers du montant de l'APL. Donc si votre fils ou votre fille ne touche pas 100 euros d'APL, les propriétaires réclameront 100 euros de loyer en moins. C'est très schématique, mais croyez-moi, je ne veux pas faire toute une vidéo là-dessus, mais croyez-moi, il y a des études en économie qui sont très claires là-dessus. Et pour les constructions, les APL vont directement dans la poche des promoteurs. C'est-à-dire que le promoteur, quand il construit la maison, il se dit, tiens, ben voilà, je construis un immeuble, il va y avoir tant d'appartements, dessus, sur les appartements, il y en a 30% qui seront loués après. C'est 30%, la moyenne des APL, c'est 250 euros. Donc tous ces appartements, j'augmente les prix de 250 euros, enfin de l'équivalent de 250 euros par mois, et je les prends moi dans ma poche. Et en fait, l'argent, il passe directement du locataire au propriétaire, au constructeur. Bon, voilà, c'est très schématique, mais croyez-moi, ça marche comme ça. Vous arrêtez les APL, tout ce que ça va faire, c'est baisser le coût de la construction pour les appartements en location et baisser les loyers. Mais ça ne va pas se faire en 2 mois, ça va se faire en 2 ans, mais ça va se faire. Donc voilà des aides sociales sur lesquelles on peut vraiment grignoter. J'espère que vous avez mis dans les commentaires l'aide sociale que vous aimeriez toucher, sur laquelle vous aimeriez qu'on travaille. L'appréhension quant à une éventuelle dégradation de la note de la France par les agences de notation est également palpable. Une écrasante majorité, 82% des Français, estiment qu'une telle dégradation aurait des conséquences graves sur l'économie du pays et près de la moitié d'entre eux craignent des répercussions sur leur propre situation financière. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'une dégradation qui va arriver, hein, là, pour moi, il n'y a aucun doute, mais bon, je peux me tromper bien sûr, mais est-ce que vous croyez qu'une dégradation de la note de la France va avoir des conséquences sur l'économie française et sur votre propre situation à vous? Alors, moi je vous dis maintenant mon idée. Je pense que ce n'est pas la dégradation en elle-même qui va avoir tout de suite une conséquence. Le problème de ces dégradations, c'est que derrière, ceux qui nous prêtent de l'argent, vous savez que la France emprunte chaque année des sommes de l'ordre de 300 milliards, des sommes titanesques chaque année, et que ça va être des sommes de plus en plus importantes, parce que comme on ne rembourse jamais le capital, parce qu'on est en déficit, donc on ne peut pas rembourser le capital. Donc comme on ne rembourse jamais le capital, eh bien, il faut toujours renouveler la dette, et qu'en plus, on s'endette pour payer les intérêts. Donc on est, mais typiquement dans l'histoire d'une boule qui n'arrête pas d'augmenter et qui devient ingérable. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors c'est pas la dégradation de la note. Ce qu'il y a, c'est que comme on emprunte tous les ans, avec la dégradation de la note, il est très probable que ceux qui nous prêtent de l'argent nous le prêtent plus cher. Au lieu de payer 3, on va payer 3,50. Au lieu de payer 3,50, on va payer 4. Donc en fait, on paye plus cher. Comme on paye plus cher, eh bien la boule est qu'on emprunte pour payer les intérêts. Mais rien que ça, mais vous feriez ça, mais votre banquier, mais il vous hurlerait dessus, quoi. Vous seriez interdit bancaire. Donc on emprunte pour payer les intérêts de notre dette. Vous vous rendez compte de la folie dans laquelle on est. Mais du coup, les taux augmenteraient. Probablement, les taux, c'est pas automatique, c'est pas parce que l'agence nous dégrade que les taux augmentent, mais ça a une incidence extrêmement forte, parce qu'on est jugé moins solide. Donc les taux auxquels on emprunte augmenteraient, ce qui augmenterait fatalement la dette de la France, puisqu'on emprunte pour rembourser
pour rembourser les intérêts, donc ça augmenterait encore la dette de la France, ce qui fait que l'État, au bout d'un moment, serait obligé d'augmenter vos impôts. Il n'aurait aucun choix. Donc oui, ça aura une incidence sur votre vie. Et la deuxième incidence sur votre vie, c'est que vous, les banques qui vous prêtent de l'argent, prêtent toujours plus cher qu'elles ne le prêtent à l'État. Ce qui est normal, puisque vous êtes plus risqué que votre État. Donc si l'État emprunte à 3,5%, la banque va vous prêter à 4,5%. S'il emprunte à 4, elle va vous prêter à 5. Et c'est vrai pour vous, donc quand vous achetez une maison, quand vous faites un prêt à la consommation, quand vous achetez une voiture, etc. Donc ça va avoir une incidence sur votre budget liée aux petits emprunts que vous faites, mais c'est vrai aussi pour le chef d'entreprise. Alors évidemment, je ne parle pas de Total, je parle des entreprises de PME. Et donc, le chef de... Parce que Total est multinational, donc il ne dépend pas de la France, mais je parle du chef de PME. Et donc, ça veut dire que les entreprises vont avoir plus de mal à emprunter. Si elles ont plus de mal à emprunter, elles vont, et que ça va leur coûter plus cher, elles vont fatalement pouvoir moins investir. Et si elles investissent moins, ça veut dire moins d'emplois. Ça veut dire aussi que les entreprises fragiles vont avoir plus tendance à faire faillite, qui va augmenter le chômage. Vous voyez que c'est un cercle hyper vicieux quand même. Alors, encore une fois, l'automaticité entre la dégradation de la note et l'augmentation des taux n'est pas absolue, ce n'est pas automatique. Mais c'est un vrai signe, il y a de très grandes chances que ça arrive comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'effectivement la dégradation de la note va entraîner des difficultés pour la France et pour vous dans votre situation personnelle. À l'approche des annonces des agences de notation financière Fitch, Moody's et Standard & Poor's, la tension monte quant à l'évaluation de la santé économique de la France. Les résultats de ces évaluations auront des implications majeures pour le pays et les autorités devront agir avec prudence pour préserver la confiance des marchés et des citoyens. C'est ce que je viens de vous expliquer. En conclusion, les résultats de ce sondage mettent en lumière l'urgence pour le gouvernement français de prendre des mesures efficaces pour réduire la dette et le déficit public, tout en respectant les préférences des citoyens en matière de gestion des finances publiques. Une approche équilibrée, combinant des efforts pour contenir les dépenses et stimuler la croissance économique, sera essentielle pour surmonter les défis actuels et restaurer la confiance dans la stabilité économique du pays. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on a l'équipe qui va nous permettre de nous en sortir, ou est-ce que vous êtes très négatif pour l'avenir des événements? Moi, je suis extrêmement négatif pour ce qui va nous arriver dans les mois qui viennent. Extrêmement négatif sur le fait, je pense que les agences vont dégrader notre note, je pense que notre dette va augmenter, je pense que l'État va augmenter les impôts pour pouvoir s'en sortir, ce qui va être une catastrophe pour la croissance. Et je ne crois pas une seconde que les gouvernements en place soient capables, et même la volonté, de réduire les dépenses. Et donc je pense que tant qu'on n'aura pas un coup de pied aux fesses venant de l'extérieur, alors on a petite chance de salut, ça serait que la BCE baisse les taux en juin, parce que dans ce cas, automatiquement, on emprunterait moins cher. Et donc, c'est ce que je vous ai expliqué, on continuerait à emprunter, on continuerait à s'endetter, mais ça irait moins vite. Donc c'est la toute petite chance de salut qu'on a. Et la deuxième chance, c'est que quelqu'un vienne nous botter le cul. Et qu'on n'ait plus le choix. Comme c'est arrivé à l'Italie, sous Silvio Berlusconi, voire comme c'est arrivé à la Grèce. En tout cas, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.